Les systèmes sanitaires en Afrique à la loupe. Les professionnels de la santé réfléchissent aux voies et moyens pour améliorer la réponse aux différentes épidémies qui émergent. Dysfonctionnement dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida au Bénin, l'ONG Seradis et l'ANS montent au créneau. Scrutin présidentiel et législatif en Zambie, le candidat sortant Edgar Lungu et son principal rival Hakainde Hichilema ont voté. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau journal. Les récentes épidémies d'Ebola, Lassa, fièvre jaune entre autres ont mis au grand jour les défaillances des systèmes sanitaires en Afrique. Les acteurs du domaine de la santé réfléchissent aux voies et moyens pour rehausser la capacité de réponse en situation de crise. C'est à cela qu'a servi le symposium de Accra sur la santé du 3 août au 5 août. Les systèmes sanitaires de la plupart des pays africains représentent tout un défi pour les acteurs du secteur, mais aussi pour les décideurs politiques. Il est nécessaire que les professionnels de la santé prennent conscience de l'effectivité et de la faiblesse des appareils sanitaires. Pourquoi nos systèmes sanitaires sont-ils défaillants? Manque d'infrastructures, reconnaissons-le et avouons-le. D'habitude, nous cherchons à nous couvrir, mais non, il faut faire face à la réalité. Nos systèmes sanitaires méritent réflexion. Nous n'allons pas parler d'incapacité politique. Je félicite le Ghana qui s'est doté de laboratoires pour diagnostiquer le virus du Lassa. C'est vraiment bien, mais généralement en Afrique, nous sommes très mal équipés. Pour nombre d'épidémies, nous sommes obligés de converger les échantillons en Europe, en Amérique. Nous avons besoin de résoudre cela. C'est très important de renforcer nos laboratoires. Sommes-nous à même de diagnostiquer Ebola à plusieurs endroits en Afrique en comparaison au passé? Ne nous mentons pas. Nous avons un système de transport assez pauvre, peu d'ambulances. Puis, je parlerai des régulations de la santé internationale. Trop de confusion et on assiste à des fermetures de frontières terrestres et aériennes. Nous devons arrêter cela. Portons ce plaidoyer à l'Union africaine. Nous ne nous contentons pas d'avoir tenu et réussi ce symposium. And then say, yeah, we've had our symposium, yeah, so-and-so spoke very well, congratulations, no. Les problèmes phares énumérés, il importe d'élaborer une piste d'idées pouvant conduire à l'amélioration des ripostes aux épidémies. Il est évident que nous avons besoin de rendre nos systèmes sanitaires plus performants, améliorer nos infrastructures et nous conformer aux normes internationales. Dans ce cadre, il est important de promouvoir un partenariat stratégique qui aidera à avoir une vision claire de l'évolution des épidémies. Ceci assurera une synergie et une complémentarité dans la technique de mobilisation des ressources auprès des partenaires. Et ce, à travers la multiplicité des initiatives pour la sécurité sanitaire. Apprendre des expériences pour mieux s'aguerrir afin de mieux affronter d'éventuelles résurgences, c'est le credo des experts qui ont pris part au symposium de Accra sur la santé du 3 au 5 août dernier. L'État béninois a enregistré de considérables progrès dans la lutte contre le VIH-Sida. Entre autres, les ruptures d'ARV ne sont plus d'actualité. Cependant, des dysfonctionnements restent à corriger. L'ONG Seradis et l'ANS ont, dans ce cadre, organisé une conférence de presse. Mauvaise qualité des équipements, mauvaise gestion des ressources allouées au traitement des personnes vivant avec le VIH-Sida, insuffisance de formation aux agents sanitaires, la photographie de l'état actuel de la prise en charge médicale manque de couleur au Bénin. L'ONG Seradis et l'ANS tiennent leur dénonciation de l'Observatoire de veille pour l'accès aux services de santé. Au centre hospitalier départemental Oumé Plateau, l'appareil de numération des lymphocytes CD4 est en panne depuis 6 mois. Les malades sont obligés de se déplacer vers Cotonou où le seul appareil disponible est logé au laboratoire national de lutte contre la tuberculose. Pour ne pas détraquer cette machine, le programme national de lutte contre la tuberculose impose un quota de 25 échantillons à ne pas dépasser à chaque visite. En dépit de cette dégradation de la prise en charge médicale des patients,
L'Observatoire a révélé que le personnel psychosocial employé par Plan International Bénin n'est pas souvent disponible. Au centre hospitalier départemental de Lokossa, l'appareil de numération des CD4 est sur place mais non fonctionnel. Pour compléter ce sombre tableau, le compteur électrique a été retiré par la Société béninoise d'énergie électrique, plongeant le site dans le noir complet. Il a aussi été question d'analyse et de suggestions. Il urge donc pour le gouvernement du Bénin de prendre toutes les mesures idoines pour permettre une absorption des ressources. Nous demandons au Comité national de coordination d'assurer un suivi rigoureux des conclusions de l'atelier qu'il a organisé en janvier 2016 avec l'appui du Fonds mondial et qui ont permis d'adresser les facteurs liés à la faible absorption au niveau des programmes. Les progrès enregistrés en matière de VIH-Sida ne devraient en aucun cas amener à baisser la garde, car tant qu'il y a 2 personnes vivant avec le virus, il y a encore beaucoup à faire. L'Institut universitaire des sciences et techniques à Javon-Sébastien a mis sur le marché de l'emploi des étudiants dont des filières en commerce international, génie informatique pour sa toute première promotion. Ces étudiants ont fait le pari de créer une entreprise dont la conséquence est la création de la richesse ou de l'emploi. On fait le point à travers ce reportage. Ce tableau regroupe... Les lauréats ont planché sur des thèmes portant sur les plans d'affaires, la création d'entreprises, entre autres artistiques, domotiques ou encore liées à la production et à la consommation de produits agricoles. On a prévu de faire ce projet parce qu'on a étudié le marché, on a vu qu'il y a une forte demande d'huile de palme et des produits dérivés de la noix palmiste. Donc on s'est dit que pour aider la population à se fournir en quantité et en qualité, il fallait qu'on mette en place une structure capable de s'occuper des noix palmistes, de la transformation et de pouvoir les commercialiser. Créé en 2013, l'IUST-AS propose des filières dans le domaine de la gestion et de l'industrie, notamment l'automobile, une première au Bénin. Nous avons le ETS que nous appelons mécanique auto. À part les autres filières, nous avons mécanique auto parce que nous pensons qu'aujourd'hui, il manque de bons mécaniciens pour entretenir les nouvelles voitures que nous avons. Ces 4x4 qui sont à la fois des 4x4 informatisés, électroniques et en même temps mécaniques. Et cette promotion a fait ses stages en première année, en deuxième année, et arrivé en troisième année, ils ont le choix entre aller en industrie ou en entreprise faire leur stage ou bien faire un plan d'affaires. L'IUST-AS Bénin offre des formations de niveau licence professionnelle et bachelor, dont l'objectif est de doter les entreprises nationales et sous-régionales de cadres qualifiés dans les domaines des sciences technologiques et de gestion pour les rendre plus aptes à mieux répondre à la globalisation des marchés. En Guinée, Ousmane Gawal Diallo, député de l'UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée, principal parti de l'opposition, a commencé mercredi à comparaître à Conakry après avoir été inculpé d'offense au chef de l'État, Alpha Condé. Outre le délit d'offense au chef de l'État, il lui a également reproché la diffamation et des menaces de mort contre 3 hauts cadres du parti au pouvoir. Lors de l'audience, la défense a dénoncé le non-respect des droits de Ousmane Diallo, soulignant qu'il aurait dû bénéficier de l'immunité parlementaire. Ces arguments ont été rejetés par le parquet, arguant que le député était poursuivi en procédure de flagrant délit qui dispense de saisir le Parlement pour demander la levée de son immunité. L'audience a été suspendue mercredi soir et a repris donc ce jeudi. En Zambie, près de 7 millions de personnes ont commencé à voter ce jeudi matin pour élire le président. Un scrutin à l'issue incertaine. En effet, 2 hommes, le président sortant Edgar Lungu et son principal opposant Hakainde Hichilema, sont favoris après une campagne marquée par plusieurs incidents violents.
9 candidats sont en lice dans ce scrutin qui devrait se résumer à un remake du duel de l'an dernier entre Edgar Lungu, du Front patriotique PF au pouvoir, et Hakainde Hichilema, un riche homme d'affaires autodidacte qui se présente sous la bannière du Parti uni pour le développement national UPND. Jeudi matin, les électeurs ne se précipitaient pas vers les urnes dans le township de Mtendere, un quartier de la capitale Lusaka, secoué par des violences pendant la campagne. Les Zambiens votent en effet 18 mois seulement après la dernière présidentielle organisée pour terminer le mandat de Michael Sata, décédé d'une maladie dans l'exercice de ses fonctions en octobre 2014. À l'époque, Edgar Lungu l'avait emporté avec moins de 28 000 voix d'avance sur Hakainde Hichilema, soit 1,5% d'écart lors d'une élection à un tour. Cette fois, de nouvelles règles constitutionnelles stipulent que si aucun candidat ne dépasse 50% des voix, un second tour devra être organisé. La Zambie vote également pour élire ses députés et ses conseillers municipaux et pour un référendum sur une modification de la Constitution. Les premiers résultats sont attendus entre vendredi soir et samedi. Ex-Rhodésie du Nord, la Zambie est indépendante de la Grande-Bretagne depuis 1964 et a été dirigée jusqu'en 1991 sous un régime du parti unique par Kenneth Kaunda avant de s'ouvrir au multipartisme. Les bureaux de vote ferment à 18h locales, soit 16h GMT. Aux États-Unis, Hillary Clinton a estimé mercredi que son rival républicain Donald Trump était allé trop loin. Elle suggère une résistance des détenteurs d'armes en cas d'élection de la démocrate à la Maison-Blanche en novembre prochain. Les détails. Campagne présidentielle aux États-Unis. Tous les coups sont permis. Hillary Clinton a listé toutes les cruautés dites par Donald Trump, en commençant par les énormités à l'endroit de la famille du militaire américain Saïb Moazzam Khan, tué en Irak en 2004, de son accord favorable pour l'acquisition d'armes nucléaires, puis le fait qu'il a, à en croire la démocrate, incité à la violence lors d'un meeting qui a eu lieu mardi. What I think is a critical difference between my opponent and myself. Je pense qu'il y a une différence essentielle entre mon opposant et moi-même. Les mots ont de l'importance, mes amis. Et si vous concourez pour être président ou que vous êtes président des États-Unis, les mots peuvent avoir de terribles conséquences. Hier, nous avons été témoins du dernier d'une longue lignée de commentaires désinvoltes de Donald Trump, qui a dépassé les bornes. Casual comments from Donald Trump that cross the line. Stratégie de bonne guerre, Hillary Clinton cherche à capitaliser sur le dernier dérapage de Donald Trump à propos des armes. Elle tend la main aux Américains républicains et centristes qui seraient écœurés par le comportement de leur candidat. Pendant ce temps, Donald Trump a accusé mercredi soir le président Barack Obama d'avoir créé le groupe État islamique et sa rivale démocrate d'avoir co-créé l'organisation djihadiste. C'est la fin de ce journal. Ravi de vous l'avoir présenté. Restez en compagnie de nos programmes. À très vite. Au revoir.